Bonjour Michel Bastien. Bonjour, Richard. Merci de nous rejoindre sur Francophonie Amérique. Merci. On va te poser des questions qui concernent bien sûr tes engagements sur le plan on va dire culturel et surtout artistique, soyons précis. Comment une danseuse finit-elle par finalement être une artiste sociale? Ah, bonne question. Oui, parce que je viens d'en mêler deux. Oui! fait. Je pense que le social est là depuis le début, depuis ma jeunesse, dans mon observation sur les gens, l'environnement, et d'être touchée, parfois un petit peu trop affectée, par des situations difficiles de gens, d'immigrants, de gens qui vivent dans certaines difficultés. Des injustices. Des injustices, c'est ça, beaucoup d'injustices, oui. Alors ça me faisait écrire des pensées à l'époque, oui. Écrire des pensées, en fait, tu as commencé peut-être de cette façon-là. Tu m'as parlé que tu écrivais, à un moment donné, tu écrivais des pensées. Oui. Puis le mot pensée à mettre en différence, si tu veux, avec le mot poésie. Tu faisais une distinction. Oui, Peux-tu nous en oui. parler de cette distinction que tu faisais? Ben, tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Hein? C'est qu'on s'installe de façon, tout simplement, dans un petit café ou à l'école. Et puis, en fait, c'est une pensée qui m'arrive dans l'esprit et que je le mets en mots. Donc, c'est probablement ça qui s'est passé. J'écris des pensées E-S. Et puis, après ça, c'est pensée après pensée. Ça fait son chemin. Et au fil du temps, j'ai étudié la danse, là, sérieusement. Et quand j'ai quitté la danse, le mouvement était... Tu as étudié la danse, mais tu étais aussi dans une troupe de danse importante. Non, j'ai étudié en danse jusqu'à la fin, en pré-professionnel, au Grand Ballet canadien. Mais voilà, après ça, j'étais, prête à appliquer dans des compagnies. Oui. Mais j'ai dû interrompre. Tu as changé de chemin. Oui, pour des raisons physiques, blessures, etc. Ah oui. Alors j'ai dit, pourquoi continuer, être obligée d'arrêter, rentrer dans une carrière un peu avancée, avec des douleurs, Alors j'ai dit, non, j'arrête, je retourne aux études, puis là, c'est un autre pan de vie qui a commencé. Puis il n'y a pas de poésie sans douleur, alors parlons la de douleur. poésie sans douleur. C'est bon. Les douleurs ou les tristesses peut-être m'amenaient à écrire, oui, ces pensées-là. Inévitablement. Mais ça s'élargit, hein, plus on vieillit, puis plus on élargit notre regard, nos observations, par les expériences et tout. Puis quand j'ai commencé à étudier en éducation physique, qui est toujours le mouvement, hein, parce que... C'est vrai, tu as aussi étudié en éducation physique. Oui. Où vais-je maintenant que je ne fais plus de danse? Mais le mouvement est en moi. Alors, le sport aussi. Étonnamment, malgré la grâce de la danse, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis ma jeunesse. Donc, j'ai dit, tiens, j'allais en éducation physique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, l'écriture est venue aussi dans des textes, des collaborations pour le journal Kinédi du Sepsum à l'époque. Kinédi? Oui, le Kinédi. OK. Oui. Eh bien, on entend parler de... Il a peut-être disparu aujourd'hui ou il y en a un autre qui l'a remplacé, je ne sais pas. Oui. Y a-t-il une nécessité? Là, on parle d'art, justement. Est-ce qu'il y a une nécessité de parler d'art entre créateurs, entre gens qui sont dans le... Est-ce qu'il aussi, comme certains le font, regarde, on ne parlera pas de ça parce qu'on prend une pause, on est dans un autre univers. Mais toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est important d'en parler lorsqu'on n'est pas nécessairement, justement, en répétition ou à d'autres moments? Mais je me rends compte que quand je ne parle pas d'art ou qu'il n'y en a pas assez dans ma vie, comme en temps de pandémie, hein? Oui. Les liens sont réduits. La nécessité prend de l'ampleur un petit peu. J'ai quand même la chance d'être en contact avec d'autres artistes, mais il n'y a plus ces conversations-là, il n'y a plus ces échanges-là, et ça me manque beaucoup. Stimulation. Oui, stimulation. Oui, ça donne des idées, c'est des échanges profonds, c'est des futures collaborations, on est sur le même, on est sur le même rapport, là, hein, la même passion. Au boulot, je peux en parler, mais c'est de manière limitée. Oui. C'est pas pareil, hein, du tout. Hein. Puis les artistes sont donc compliqués, les artistes sont compliqués. En quoi sont-ils compliqués? Ils sont profonds, les artistes. OK, on va parler de toutes ces choses.
on peut parler peut-être ici de quelles sont les choses justement qui te remuent dans ton existence? On a fait allusion du COVID, le COVID il y a quelques minutes, mais là, parle d'autre chose. Oui, l'injustice aussi qui a été mentionnée. Oui. Par quoi je suis remuée, mais c'est vaste, hein, mais... Restons en art, dans le domaine de l'art. Ah oui! Par quoi je suis remuée, Une peinture, une photographie, ah oui, tout ça. un spectacle. Oui, ça prend une ampleur dans ma vie. Tout est spectacle, on dirait aussi, qu'on soit dans la nature, qu'on soit accompagné d'un être qu'on aime. Si on a une sensibilité, on voit des choses, on est témoin de choses qui sont dites, qui sont faites. Est-ce qu'on est en représentation tout le temps, à ce moment-là? Ah, c'est une bonne question. Il y a un auteur américain, Hoffman, qui a parlé de ça. Oui, oui. Même quand on se rend compte comme ça, sans s'en rendre compte, on est dans un personnage qu'on assume, qu'on met le matin quand on met comme un pantalon. Mm-hmm. Est-ce qu'on est en représentation ou c'est exagéré de dire ça? Oui, je pense que c'est un peu exagéré, mais parce que tant qu'on est dans le fond de l'histoire, de ce qu'on peut se dire, si on est à fond puis on est impliqué, ça peut créer une représentation, mais on s'en fout. On est là. C'est ce qui compte, tout simplement. C'est l'échange, la profondeur de l'échange, le plaisir de l'échange. Représentation. Ouais. S'il y a représentation, il faut peut-être aussi un public, des gens qui regardent, qui entendent, mais ça... Ben, j'entendais représentation par être ce que nous, on n'est pas. Présenter une partie de soi qui nous convienne et qu'on veut être vu, dans laquelle on veut être vu. C'est dans ce sens-là que je parlais de représentation. Ben, en autant qu'on est le plus vrai, soi-même autant que possible, ben dans notre vraie nature. On va parler de ça. Comment travailles-tu ton approche comme interprète poétique? Parce que le titre de cette émission, c'est que tu es une interprète poétique, pas seulement, non. Aussi. Alors, quelle est ton approche? D'abord, l'interprétation poétique que j'ai choisie comme titre, pour me définir comme artiste, c'est que je n'écris pas. J'ai écrit et tout. Bon, les manuscrits sont dans un tiroir, mais je préfère aller chercher les textes d'auteurs, de poètes, des fois des chansons aussi, des auteurs de chansons. Il y a une variété de sujets, il y a une variété de tons. Il y a des surprises beaucoup plus grandes que si c'est moi qui écris et j'ai pas de plaisir à écrire, c'est trop compliqué. Alors, je vais choisir les textes que j'aime et à partir de ce moment-là, je fais un travail un peu de comédienne qui étudie le texte, qui le décortique, qui met des intonations, qui fait des choix aussi dans le texte. Et puis, je laisse mûrir tout ça. Je m'assois aussi bien tranquille souvent et là, je fais de la visualisation. Alors, ce que le texte m'a amené, où il m'a amené, je visualise des lieux, des façons de faire, d'attaquer le texte, parce que souvent, je vais mettre ça dans mon corps. Pas nécessairement en dansant, mais faire une mise en scène, peut-être, du texte. Faire, mon Dieu, le bouger un petit peu plus. Tu sais, pas être assise ou fixe pour dire le texte. Tout dépendant du texte. Une valeur ajoutée, là. On peut dire... Non, je dirais pas, parce qu'il y a des textes qui ne se prêtent pas à ça du tout. Ah, du tout. C'est la simplicité. Oui et non. Ah, ça dépend. Tout. OK. Ouais. Bon. Une phrase qui touche, puis tu m'avais demandé de ne pas la poser, la question que je la pose quand même, sur la conviction que tu aurais. Là, je te surprends, c'est ça que je voulais un peu. Parce qu'il y en a une que tu m'as donnée, puis on pourrait la commenter. Tout n'est que temporaire. Ah oui, OK. Oui. Ça me... Je l'ai entendu de, je pense, un ancien collègue de classe. Et puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement vrai. Alors, je l'ai adopté, cette phrase-là, puis je l'applique dans ma vie le plus possible. Des fois, ça fait résonner, hein, ça va pas bien. Puis là, tout n'est que temporaire, ça va être autre chose. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais... c'est le titre d'un film. Oui, absolument. Mais tout n'est que temporaire. Ça ira mieux ou ça ira mal. Après le bonheur, après des plaisirs, ça va changer. Mais c'est temporaire. C'est une grande chance. Tu sais. Bien justement, en parlant de changement, je vais t'inviter à lire un texte.
Je vais te demander de le présenter, de nous dire de quoi il s'agit. Ouais. Je te laisse la place, le banc du poète. Ouais. Je vais quitter et je vais revenir dans quelques minutes quand Je ça va compte bien. terminer. Ok. Alors, je pense que ça va trop bien. C'est un texte de Georges Moustaki, donc une chanson. Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain? Avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim. Ah, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être viendra-t-elle demain. Avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord, ne serait-il que quelques-uns? Peut-être viendra-t-elle demain. Par tous les rêves piétinés, par l'espérance abandonnée à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. Par la détresse du prisonnier, avec les mots de tous les jours, avec tous ceux qui sont d'accord, peut-être viendra-t-elle demain. La paix. Merci pour cette belle lecture. Bienvenue. On ne s'attend pas tout à fait à ce mot-là à la fin, la paix. Formidable. Une question un peu délicate ici. Il s'agit ici de la beauté. Où intègres-tu les notions de beauté et de laideur? Où? Soit dans ta création, soit dans ta vie. Comment tu vois ça? Parce qu'on sait qu'en art, il y a beaucoup, depuis une cinquantaine d'années surtout, on peut même dire que certains disent que la laideur fait partie de la beauté. Ça dépend comment on voit ça. Alors, je te laisse un peu nous en parler. Tu as un point de vue là-dessus. Mais j'ai pas d'orientation précise. Ah, ça c'est beau, je vais le travailler, ou ça c'est plutôt, en tout cas, d'un autre goût. C'est plus, ou pour répondre à ta question, je ne vais pas m'en éloigner, mais... Oui, tu peux. Oui. Tu peux. Pourquoi pas? La beauté, si c'est beau, tant mieux. Si ça me parle, puis que c'est beau, tant mieux. C'est sûr que d'emblée, un texte, quand je vais le choisir, je vais dire, ah, il est beau, il est bon. Parce qu'il me fait vibrer, il me fait raconter des choses, il me le fait interpréter d'une façon. C'est un défi aussi. Alors, donc, c'est bon, en tout cas. C'est beau. Mais la beauté, c'est parce qu'il y en a partout aussi, de la beauté. Je suis sensible à ça. À des petites choses. Des petites choses. Une poussière qui revole, qui se met à bouger, c'est beau. Une belle sensibilité, là. C'est ça, une sensibilité, un émerveillement. Un oiseau, une fleur, c'est sûr, là, ça, c'est toutes ces belles choses-là de nature, mais un cil de quelqu'un que j'aime qui bat, ça me plaît. Qui dépasse un peu. Ça me plaît. C'est ça, c'est de l'ordre de l'émerveillement aussi, puis il y a beaucoup de beauté partout. Et la beauté, ça nous amène au plaisir. Ah ben oui. C'est quoi un plaisir solitaire? Un plaisir solitaire. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible, ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend Ben par oui. solitaire. Dans mon cas, le plaisir solitaire est une chose, et en d'autres mots, c'est tout simplement quelque chose qui me repose quand je suis très fatiguée. Et ça peut être une entrevue à la télévision. Ça peut être un bon film, mais il y a une connexion, c'est tranquille, c'est le silence, et là je suis dans un corridor et j'écoute ce que j'ai envie d'écouter parce que ça me nourrit. Et ça me plaît beaucoup. C'est mon plaisir solitaire. Ou un bon livre, ou un bon bain, mais disons que en ce moment... Tu suis un sentier ascendant en lisant ou en récitant, ou je ne sais comment tu préfères le mot, un texte d'un poète. Tu as besoin de faire, tiens, ce texte. Tu l'apprends, évidemment tu l'apprends, dans la mesure du possible, bien sûr. Et
tu essaies d'éliminer toute distance qu'il pourrait y avoir finalement entre toi et le texte. Mhm. Comment tu arrives à faire ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions, justement? Tout à l'heure, tu as parlé de répétition. Oui, oui. Ben, il y a un travail de table avant, avec, comme j'ai dit tantôt, de texte, de décortiquer le texte. C'est un travail de comédien, Oui, hein, oui. d'étude, de tout ça, de réflexion même, que je vais des fois demander des questions aux autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon. Mais il y a... ta question encore? Tu as demandé le sentier, Oui. s'il y avait un sentier ascendant lorsque tu te préparais. Ah oui. Est-ce que tu sens... est-ce que ça monte? Oui, C'est une élévation? Oui, oui. Ben, c'est sûr que je me fais... le texte devient... c'est en moi, le texte. Souvent, même, idéalement, je mémorise le texte. J'ai lu du Gaston Miron, c'était impossible pour moi de le mémoriser dans un temps aussi, là. Mais le mémoriser le texte, c'est que là, vraiment, tu le possèdes. Et tu peux donner toutes les nuances, la vie que tu as envie de faire. C'est essentiel de le mémoriser? Ah, mais c'est l'idéal pour moi. C'est l'idéal. J'ai mémorisé des textes sur scène, là, que j'ai rendus sur scène. Et c'était fameux. Je peux danser dans le texte. On se laisse aller. C'est comme si on dépasse la technique. Alors là, on est libre. Ouais. Idéalement, c'est de le mémoriser. Des auteurs maintenant. Parlons des auteurs en poésie. D'abord, on peut en parler tout à l'heure, on abordera d'autres domaines, mais en poésie, des auteurs qui t'ont touché. Commençons par le Québec, puis ensuite on parlera de d'autres domaines. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont venus te chercher un peu au Québec? Oh, il y en a plusieurs au Québec, il y a des bons auteurs. On va en nommer quelques-uns. Oui, Michel Plot vient en premier. Oui, Michel Plot. Donc tu as les livres ici, d'ailleurs. Oui, c'est La lenteur du monde de Michel Plot. OK. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis chez David, je crois. Oui. Là, j'ai pas les éditions, les éditions David, c'est ça. Michel Plot est un fin... comment dire, il y a une délicatesse dans son écriture et même dans sa manière de lire. Je ne pense pas que les gens peuvent passer à côté de Michel Plot parce qu'il a réussi à conjuguer les deux, l'écriture et l'art de dire son texte. Il le dit parfaitement, c'est bien, c'est de la dentelle, Michel Plot. Il y a aussi Hélène Dorion, évidemment. Hélène Dorion, une grande poétesse. Mon Dieu, bon, il y a Miron, il y a Hélène Monette, moi, que j'aime beaucoup. Oui, Hélène Monette, qui est décédée aujourd'hui, mais elle a fait des très beaux textes, très variables. Il y a Joséphine Bacon, que j'aime beaucoup, Joséphine. D'origine amérindienne. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une autre couleur. Joséphine, ça fait du bien à l'âme quand on l'écoute. Il y a aussi... voyons. Ben là, on allait parler des gens qui sont au Québec. Oui. Les auteurs européens qui ont pu... Ben, c'est sûr que, tu sais, moi j'ai travaillé du Blaise Cenard. Il y a Apollinaire que j'ai travaillé, il y a Prévert, Baudelaire, Rimbaud, tout ça. Ça, c'est du gros texte, là. Ouais. Il y en a tellement d'autres. Denise Boucher, que je n'ai pas mentionné, du côté du Québec. Oui, parce que tu voulais qu'on en parle. Oui, je veux c'est une auteure importante. Oui, parce que j'ai rencontré des textes de Denise Boucher, mais c'était des petits textes. D'accord. Des bijoux de textes. C'est méconnu. Souvent, je regarde des textes qui sont pas connus du public. On ne les a pas entendus parce que les médias, ils vont dans ce qui est populaire, ce qui est connu, puis ce qui revient. Ce qui est spectaculaire. C'est ça, oui. Si on délaisse un peu la littérature, on regarde du point de vue par c'est encore littéraire, mais bon, le théâtre. En théâtre, il y a des auteurs qui t'ont touché, qui te rejoignent particulièrement. Ah, ben là, il y en a plusieurs. Mais des metteurs en scène aussi qui me touchent, puis aussi des acteurs, des comédiennes que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les mises en scène de Brigitte Hankins. Excusez si je prononce mal. Je pense que tu l'as bien prononcé cette fois-ci. Oui. C'est pas évident. Non, mais c'est une femme éclatée qui fait des grandes mises en scène. Et elle fait un très bon choix d'actrice. Puis, c'est sûr, Lepage, il y en a plein d'autres, là, Lorraine Pintal. Il y a des jeunes là, qui commencent. Je n'ai pas leur nom en tête, ça me bouscule. Mais... il y en a beaucoup au Québec, là, des gens talentueux. J'en ai croisé des jeunes, là, des fois dans mes spectacles de poésie. Puis, Tristan Malavoie, c'est un bon auteur aussi. Tristan Malavoie, un bon auteur de livres, là, de romans, puis de chansons. Oui.
qui se tendent à la voix. Oui, oui, oui. Sa mère était en politique. Ah bon? Ça me dit quelque chose, ça. Cinéma, maintenant? Cinéma, là, là. Ça m'influence beaucoup aussi dans mon travail. Oui. Beaucoup. Il y a des films comme La leçon de piano, hein, c'est poétique, justement. C'est une Australienne qui a fait ça. Oui, Jane Campion, Oui, qui oui, est une cinéaste que j'aime beaucoup. Je vais avoir de mots. Les frères, là, comment ils s'appellent? Les Belges, là. Ceux qui ont fait, oui, mais on ne commencera pas à chercher ça maintenant. Là. Mais on sait des frères Seven ou Caven ou quelque chose du genre, le nom m'échappe, ça m'énerve. Oui. Je suis désolée. Mais on sait exactement de qui on parle. Et on a parlé d'une comédienne belge que t'aimes beaucoup, qu'on aime beaucoup, mais on cherchait son nom. Oui, qui a fait Séraphine. Voilà. Quelle actrice. Incroyable. Oui. Alors, des actrices, des acteurs, ben c'est ça, il y a Fanny Ardant, là, qui est d'une autre génération que j'aime toujours, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, évidemment. Parce que lui, il a envie du bon texte poétique. Et tu allais voir les spectacles? Non, je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Ah oui, il va revenir. Il va revenir. Alors, un rêve à réaliser. Un rêve à réaliser, mais parlant de ces grands-là, oui. Bon, je ne dirais pas aller jusqu'à ces gens-là, mais j'aimerais travailler là, dans un collectif avec des gens de théâtre, des comédiens, comédiennes qui ont l'expérience des répétitions, qui vont peaufiner le travail, qui vont chercher, on va s'amuser, mais autour de textes poétiques ou d'un spectacle poétique où il y a de la musique et tout, mais on se renvoie la balle. J'ai ce... Donc, rencontrer un créateur. Ah oui, des créateurs. Et des gens qui sont... Est-ce qu'il y en aurait un ou une en particulier qui te vient à l'esprit, que tu rêves de rencontrer? Je n'aurais pas d'objection à te dire son nom. C'est non. Il y aurait Sébastien Ricard ou il y aurait Pascal Monpetit. Oui, mais, l'autre, là, Émile Proucloutier aussi, que j'aime beaucoup son approche parce que c'est un chanteur et un comédien. J'aime parce que les autres sont dans le corps. Tu vas leur faire plaisir. Tu vas leur faire plaisir. Oui, peut-être, mais j'aime beaucoup, c'est ça, le travail où le corps est mis en pour l'instant, c'est à nous. Tu vas faire plaisir. Ah oui? Je vais te demander une dernière lecture de texte. Ça va être un petit peu plus long. Mais avant, peut-être nous signaler comment les gens peuvent te retrouver sur la toile. Par Facebook, Michel Bastien, oui. C'est possible de voir des choses. Mais là, je ne suis pas active. Je n'ai pas ajouté des choses depuis juin 2020. Tu parles des réseaux sociaux, là? Facebook. Oui. Bon, on peut voir des choses que j'ai placées. Oui, quand même, qui sont sur la toile. Oui, mais sinon, on va sur Google, on tape Michel Bastien, interprète poétique ou danse poésie. Michel Bastien. Tiens, interprète poétique. On met danse ou on peut mettre poésie, puis on peut voir des choses. D'accord. Oui. Parfait. Normalement. Alors, je vais te laisser présenter le prochain texte et nous allons terminer là-dessus en se disant que peut-être on va se retrouver pour une deuxième, un suivi d'émission. Nous avons à en parler, on verra bien. Deuxième chapitre. Voilà. Et puis, merci bien pour cette belle rencontre aujourd'hui. On chill. On va faire un chill. Merci. On se regarde dans les yeux. Salut. Merci. Donc, je te laisse la place, le banc du poète. Alors, je vous présente un texte de Hélène Monette, une poète québécoise, et ça s'intitule « Monsieur ». Monsieur, l'amour est une chose qui fait peur. Ne savez-vous donc pas que c'est un métier difficile? Il exige un courage et une foi au-delà de l'improbable, une humanité indicible, une fraternité aveugle, de la monnaie des bouteilles, des enfants au hasard, des regards même pas foudroyants et des étangs de ciel et des fêtes champêtres quand le temps s'y prête. L'amour veut des parties de pêche, des patins, du chocolat noir. L'amour veut de la rondeur et de la facilité. Il est si difficile, monsieur, je ne saurais vous le décrire dans toute sa volupté. Au-delà de ses martyrs et de ses désastres hypocrites, l'amour est plein de joie et va son chemin dans la brume des premiers pas. Dans le linge pendu l'hiver, sur la corde raide, il va n'importe où et très lentement,
trop lentement. L'amour va comme un oursin creux rempli de sable, comme un bouton qu'on ne recoupe pas. Il est misérable, c'est une plume. Il le remue au vent quand le cœur bat. Il est splendide, nettoyé par la marée. Et même dans la marée haïssable, il est vague et beau. Vague et beau et plein d'algues. C'est le silence. C'est la lumière. Une chose ordinaire, comme ça.